Ah, la guerre, quelle magnifique invention! Des millions de cadavres, du sang, de la torture, de la barbarie, des armes chimiques, des vies gâchées, des villes détruites. Mais je m'égare, j'ai dû trop fréquenter Lucifer. La guerre est bien sûr quelque chose d'indéfendable. Sauf pour l'avocat du diable, évidemment. Allez, on se retrousse les manches et au boulot. La guerre est intéressante pour des raisons économiques, politiques, sociales, sociologiques et culturelles. Alors commençons tout de suite par l'intérêt économique de la guerre. Premièrement, la guerre permet au vainqueur de s'approprier les ressources et les richesses du vaincu. À une époque ancienne, c'était des terres, des esclaves, des matières premières ou de l'or. De nos jours, c'est des matières premières, des hydrocarbures, un intérêt géopolitique, ou encore l'argent de la reconstruction du pays dévasté, généralement reconstruit par les sociétés du pays vainqueur. Et en bonus, on ouvre un nouveau marché pour nos produits d'exportation, et on sécurise l'importation de matières premières précieuses et vitales. Deuxièmement, la guerre aide au progrès technique et technologique. Et ce n'est pas anecdotique, de nombreuses inventions ont été faites ou doivent beaucoup à la guerre. Les ordinateurs, les stylos à billes, l'acier inoxydable, les serviettes hygiéniques, le micro-ondes, la transfusion sanguine, l'anesthésie ou les antibiotiques. Et n'oublions pas la conquête de l'espace. Imaginez l'horreur. Sans la guerre, nous n'aurions peut-être pas d'internet, de smartphone, de GPS ni de micro-ondes. La guerre tue beaucoup de gens. Mais combien de vies ont été sauvées grâce aux antibiotiques, à la transfusion sanguine ou à l'anesthésie? Bien évidemment, toutes ces inventions auraient sûrement été faites par la suite, mais la guerre a accéléré leur découverte, leur propagation et leur développement. Troisièmement, la guerre fait fonctionner le complexe militaro-industriel. Ça enrichit les fabricants d'armes. Et ça, ce n'est pas négligeable, car quand on possède un pays avec de fortes capacités de production d'armement, avec des centaines de milliers d'emplois dans cette industrie, on ne peut décemment pas laisser la paix s'installer dans le monde, et laisser tout ce marché rentable péricliter. Il faut soit lancer une bonne guerre, soit à minima faire en sorte que quelques pays extérieurs se tapent dessus, pendant quelques années, et faire durer les conflits existants en fournissant en armes pas chères le protagonisme le plus faible, et en vendant au prix fort des mines antipersonnelles aux pays le plus riches. Et cadeau bonus, les mines antipersonnelles font marcher l'industrie de la prothèse de jambe. Voyons maintenant les aspects positifs de la guerre sur le plan politique. La guerre permet de renforcer son influence territoriale et militaire dans le monde. Dit plus simplement, un pays qui fait souvent la guerre victorieusement, on le fait pas chier. Je pense que tout le monde a en tête l'exemple des États-Unis. On a là un pays qui n'hésite pas à attaquer préventivement les pays qui ne lui conviennent pas. Donc si je dirige un pays, j'évite de déplaire aux États-Unis. C'est pareil si je suis un pays annexe de la Russie, j'évite de faire chier Poutine, et à d'autres époques ce fut pareil pour le Royaume-Uni ou la France. Bref, on fait pas chier les pays belliqueux, et ça, diplomatiquement, c'est très intéressant. Quand il s'agit d'implanter des entreprises dans un pays étranger, ou de négocier un traité commercial, ça permet de faire passer des avantages qui ne seraient pas passés autrement. Autre avantage, la guerre permet d'étouffer les causes de mécontentement dans un pays. Ça va mal chez vous? Popularité en baisse, chômage, économie de masse, tension sociale. Une bonne guerre peut régler tout ça. Et je ne parle pas des bénéfices économiques après la guerre. Je parle bien de votre remontée dans les sondages, de la baisse des tensions sociales. On l'a vu par exemple en France à l'occasion des guerres au Mali, et en Centrafrique, le président Hollande remontait légèrement dans les sondages à ces moments-là. La guerre permet aussi de faire passer des lois d'exception, de contrôler le peuple. Le Patriot Act aux États-Unis, après le 11 septembre, mais aussi, dans l'actualité en France, l'état d'urgence, les lois sur le renseignement, les interdictions de manifester, les assignations à résidence pour les militants écolos ou d'extrême gauche. C'est bien pratique l'état d'urgence pour pouvoir calmer ces enculés de chez Greenpeace qui n'ont surtout pas intérêt à pénétrer dans les centrales nucléaires. Et ces putains de gauchos altermondialisme qui n'ont pas intérêt à manifester contre le G7 pendant l'état d'urgence. Chouette, la paix sociale va enfin arriver grâce à la guerre. Et puis n'oublions pas un aspect positif important, il est bien connu que la raison principale de faire la guerre à un pays, c'est pour renverser sa dictature et apporter la démocratie. Passons aux avantages sociaux de la guerre. La guerre permet de limiter la population, non seulement à l'échelle mondiale, mais pensez à la surpopulation à des échelles plus petites, continentales, nationales ou régionales.
car quand trop de personnes occupent un espace qui offre trop peu de ressources, il n'y a que deux solutions possibles, la guerre ou la famine. Lequel est le plus propre selon vous? Je vous laisse choisir. Autre avantage social, la guerre permet aux femmes de travailler. Je ne vous ferai pas un résumé historique de l'émancipation féminine dans le monde, mais le féminisme doit beaucoup à la guerre. On a découvert, grâce à la Seconde Guerre mondiale, que la femme était l'égale de l'homme dans les usines. Pendant que l'homme jouait à celui qui est la plus grosse sur le champ de bataille, la femme montrait qu'elle pouvait à la fois remplacer les hommes dans les usines, rapporter l'argent à la maison, tout en assumant seule le rôle de chef de famille, l'éducation des enfants et toutes les tâches ménagères à la maison. Bref, elle a montré que l'homme servait à rien finalement. On pouvait très bien s'en passer. Merci la guerre pour cette avancée sociale. Ensuite, la guerre aide à l'hygiène alimentaire de la population. Pendant une guerre, on rationne les vivres et on n'a plus accès aux produits de luxe. Moins de viande, moins de sucre, moins de sel et moins de matières grasses. A l'inverse, plus de légumes et de fibres. Au final, on a une baisse des cancers et des maladies cardiovasculaires. Bon, certes, on a une petite augmentation de la mortalité par balle chez les jeunes hommes. Mais bon, comme on vient de voir juste avant que les hommes servaient à rien, ce n'est pas très grave. Et enfin, la guerre a rendu le Japon pacifiste. Après Hiroshima et Nagasaki, les USA ont fortement influencé, pour ne pas dire dicté, la constitution japonaise, pour en faire un pays pacifiste. Imaginez, on pourrait faire pareil avec les Américains. On leur balance quelques bombes H et on leur interdit ensuite de faire la guerre. Ce serait pas génial? J'avoue que cet argument est à double tranchant. Si je fais un plaidoyer en faveur de la guerre, et que donc la guerre c'est bien, alors obliger un pays à être pacifiste, c'est mal. Du coup, ça devient un contre-argument. N'empêche que c'est sûrement grâce à Hiroshima et Nagasaki que nous connaissons les mangas Nintendo, les sushis, Akira et Princesse Mononoke. Alors respect et merci à Enola Gay. Voyons maintenant l'aspect sociologique de la guerre. Si la guerre c'est vraiment mal, alors pourquoi autant de films de guerre? Pourquoi des héros de guerre? Pourquoi on les adule? Qu'est-ce qu'un grand guerrier? Comme disait Yoda, un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Si la guerre c'est le mal parce que ça tue des gens, et que les héros de guerre en ont tué plein, alors on devrait les détester, pas les admirer. Rambo ou Captain America devraient être des symboles de la haine, et les présidents américains à l'origine des différentes guerres lancées par les USA devraient être aussi détestés que Hitler ou Staline. Soyons logiques, si ce n'est pas le cas, c'est qu'en réalité on aime la guerre, on aime les guerriers, on aime les présidents va-t-en-guerre. Et d'ailleurs, leur cote de popularité monte dans les sondages. Si la guerre c'était vraiment le mal, pourquoi l'encenser dans les livres saints, Torah, Bible ou Coran? Guerre sainte, croisade ou djihad, même admiration, même incitation à la guerre et au génocide, au pillage et au viol. La guerre est conseillée et même commandée par Dieu. Que répondre à cela? Si même Dieu nous le demande, il faut être logique. Si Dieu le veut, alors la guerre c'est le bien, et le pacifisme c'est le diable. Dans la même logique, si on est un pacifiste convaincu, alors on déteste les militaires. Et comme la guerre, ça tue plein de militaires, alors les pacifistes aiment la guerre. Et moi, j'aime bien les sophismes. Certains diront que la guerre, c'est moche. Bon, alors oui, certes, c'est vrai. La guerre, c'est pas aussi beau que dans une illustration de Louis Royot. Mais bon, la tuberculose, le paludisme et la famine aussi, c'est moche. Et on lutte pas vraiment contre. Et les migrants qui se noient en mer, ça aussi c'est moche. Et pourtant, on fait tout pour qu'ils ne parviennent pas jusqu'à nos côtes. On préfère qu'ils restent crevés chez eux, sous les bombardements de leur pays en guerre, car grâce au phénomène de la mort kilométrique, c'est moins moche qu'ils crèvent là-bas que sur nos côtes. Et je parle même pas de la mocheté de l'abattage des mignons petits veaux et agneaux que vous mangez, ou du broyage des gentils petits poussins mâles déchiquetés à leur naissance pour que vous ayez des œufs ou des pâtisseries à manger. Ce qui ne semble pas vous déranger, hein? Donc bon, la mocheté d'une action n'est pas vraiment un argument recevable dans notre société actuelle. Et pour finir, voyons maintenant l'aspect culturel et artistique de la guerre.
La guerre a toujours été un des moteurs de l'art. Sans la guerre, l'art serait amputé d'un membre. Pensez à toutes les œuvres artistiques sur ce thème. Sans la guerre, la peinture serait amputée du tableau tel que Guernica ou La liberté guidant le peuple. En littérature, on perdrait l'Iliade qui raconte la guerre de Troie, ou encore Guerre et paix de Tolstoï, ou La guerre des mondes de H. G. Wells. En sport, on perdrait le marathon. En sculpture, on perdrait l'armée des soldats enterrés, les bronzes antiques de Rias ou le lion de Belfort de la place d'Enfer Rochereau à Paris. En photographie, pas de photo de la petite fille aux napalm de Nick Hutt, ou de l'Afghane aux yeux verts de Steve McCurry. Et pour finir, sans la guerre, pas de film de guerre. Full Metal Jacket, Apocalypse Now, La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan et surtout, pas de Star Wars. Impensable. Sans la guerre, pas de Star Wars. Rien que ça, c'est un argument qui prouve que la guerre est une bénédiction.